Alors, je ne sais pas, est-ce que nous passons à la communication suivante? Voilà, donc nous allons maintenant écouter Madame Laurence Plasnet, Madame le professeur Laurence Plasnet, qui est professeure à l'université de Clermont-Auvergne, spécialiste de littérature française et plus spécialement de Pascal, de Port-Royal, de ce qu'on appelle le jansénisme, même si elle n'aime pas beaucoup ce mot. Bon, elle est l'auteur d'un très, entre autres, de très épaisse anthologie de textes de Port-Royal, de nombreux articles. Elle dirige le courrier international Blaise Pascal et elle est présidente de la Société des Amis de Port-Royal. Et donc elle va nous parler aujourd'hui des traductions de l'évêque d'Hippone. Nous lisons toujours Saint-Augustin avec transport, c'est-à-dire avec passion. Nous écoutons Madame Plasnet. Merci Tony. J'espère que mon ordinateur veut bien m'obéir. Oui, voilà, c'est comme mes enfants, il faut insister, mais ça finit par fonctionner. Pouvoir magique. Mon Dieu, faites-moi la grâce de n'aimer que les biens que les temps amènent et qu'on ne peut ôter. C'est l'éternité en paroles couvertes, c'est la prière des vrais chrétiens, c'est ce que l'Église demande. On ne saurait s'y méprendre, il n'y a que l'éternité qui soit un bien que le temps amène et ne puisse ôter. Tous les autres sont ôtés dans le moment qu'ils sont donnés. Le fond de cette prière est bien prise dans notre Saint Augustin, qui parle si bien sur ce sujet. Ces mots datent de 1696. Ils n'ont pas été écrits par un grave théologien, mais par une femme de 70 ans, plus connue pour sa gaieté et l'affection qu'elle portait à sa fille que ses compétences scolastiques ou ses talents d'auteur dévot. Je veux parler, vous l'aurez peut-être deviné, de Madame de Sévigné. À de nombreuses reprises, les lettres de cette femme du monde, mariée à 18 ans, veuve à 25, mentionnent le sévère évêque d'Hippone, le professeur de Carthage et ses traités. Le fait a de quoi surprendre. C'est cette petite énigme que je souhaiterais éclaircir aujourd'hui. Elle pose la question de la réception de Saint-Augustin en France au XVIIe siècle et engage très sérieusement celle de sa fortune jusqu'à aujourd'hui. Curieusement, alors que depuis 1961, plusieurs publications ont vu dans le XVIIe siècle français le siècle de Saint-Augustin, je cite, « Aucune étude n'a été consacrée à la présence effective de son œuvre en France pendant la période. À défaut de pouvoir reconstituer les bibliothèques des hommes du siècle de Louis XIV et l'usage de chacun de leurs livres, car un livre est prêté, il est copié, lu par plusieurs personnes, la solution a paru de scruter le nombre et l'évolution des éditions et des traductions de Saint-Augustin pendant la période. Ne pouvant engager cette enquête de façon tout à fait précise et fiable pour cette brève communication, parce que le nombre des textes est considérable, il est de l'ordre d'un peu plus de 200, si on prend le latin, largement plus de 200, j'ai décidé de travailler à partir des données que peut fournir le catalogue de la Bibliothèque nationale de France, et pour les apprécier, de les confronter à celles que l'on peut extraire à propos des 3 autres docteurs de l'Église que le pape Boniface VIII, reconnu pour la première fois en 1295, à savoir saint Ambroise, saint Jérôme et Grégoire le Grand, ainsi que 2 théologiens particulièrement importants à l'époque moderne, saint Bernard et saint Thomas d'Aquin, qui tous 2 furent déclarés docteurs de l'Église plus tardivement. Le catalogue de la Bibliothèque nationale de France regroupe les collections de plusieurs sites et offre une certaine représentativité, comme François Ier avait instauré en 1537 l'obligation du dépôt légal d'un exemplaire de tous les ouvrages imprimés en France. Donc la méthode est grossière, néanmoins, puisque les collections de la BNF reposent aussi sur des legs et des acquisitions qui ont leur logique propre. Elles contiennent ainsi parfois plusieurs volumes du même ouvrage, tandis que telles autres éditions peuvent manquer. Je ne prétends donc pas présenter des résultats entièrement exhaustifs ou fiables, mais un sondage, une sorte de coupe approximative. Les défauts de recensement valables pour Saint-Augustin, valant cependant aussi à propos des autres auteurs,
il existe au moins de la sorte entre eux une forme d'égalité correctrice. Do you want to translate or I try to do it? Wait, so yeah, it started with a quotation from the lady who was it? My idea was to study how Saint Augustine was known and read in France. And there are so many translations and editions that I just tried to study the number of them in the catalogue of the Bibliothèque Nationale de France. And I compare the results to have a sort of representative view with two other doctors from the church, Saint Bernard and Saint Bernard is here, and Saint Thomas d'Aquin here, right? Yeah, that's great. Oh yeah, and my first reading was a quotation from Madame de Sévigné, and I said it's sort of very strange that a woman from the world, a mundane, a marquise, would know so much about Saint Augustin and speak about the philosophy of time in Saint Augustin. That's a mystery, and that's what I'm trying to make clear in my paper. So, non, pardon. Suivant ce principe, j'ai commencé par rechercher le nombre d'éditions originales en latin de mes 6 auteurs entre 1500 et 1800, sans distinction de lieu de publication, sachant que l'édition de textes latins est largement transnationale à l'époque moderne. Alors vous voyez sur mon diagramme, vous avez ici, vous arrivez à lire les chiffres? Oui. Entre 1500 et 1599, en rose, c'est Saint-Augustin. Pink is Saint Augustine number of editions in Latin. En rouge, c'est Saint Thomas et les autres docteurs de l'Église. Et on voit qu'entre 1500 et 1600 et 1600 et 1700, les chiffres sont à peu près stables, même si on augmente, même si ceux de Saint Augustin augmentent légèrement. Ensuite, on a une chute très nette au XVIIIe siècle des publications en latin, ce qui s'explique par l'abondance alors des textes qui sont déjà disponibles, le marché est probablement saturé, par le fait que la part de la théologie diminue dans les formations universitaires, donc il y a moins besoin d'imprimer de livres parce qu'il y a moins de futurs théologiens, et parce que vraisemblablement, à l'époque de la Révolution française, on s'intéresse plus au sort de l'homme sur Terre qu'à celui de son âme. D'autre part, on sait qu'au XVIIIe siècle, se produit un très net recul du latin au bénéfice des langues vernaculaires. Si on regarde maintenant le sort des éditions de ces mêmes 6 auteurs en latin, mais spécifiquement en France, on ne voit pas d'écart spécifique entre eux, si ce n'est néanmoins un graphique bien plus contrasté s'agissant de Saint-Augustin. Les éditions de Saint-Augustin passent d'un peu plus de 40% entre 1500 et 1599 à 54,6, disons 55% entre 1600 et 1699. Alors ça peut sembler un gain limité, mais il mérite d'être relevé parce que l'université française a condamné Baius, plusieurs propositions de l'Augustinus, de Jansénius, qui faisaient largement écho à la théologie de Saint-Augustin. Le grand foyer d'augustinisme dans l'Europe de l'époque moderne, c'est Louvain. Donc le regain d'intérêt en France pour Saint-Augustin, à contre-courant, doit surprendre. Et il peut être dû, bien sûr, aux polémiques qui vont secouer la période. Alors il reste que quand on regarde l'évolution spécifique des éditions de Saint-Augustin à l'étranger et en France, en bleu, c'est les traductions de tous les pères de l'Église, enfin des docteurs de l'Église, sauf Saint-Augustin, et en vert, c'est seulement Saint-Augustin. Donc quand on regarde son chiffre, on voit que la courbe en France suit en réalité un mouvement ascendant, tandis que celle des autres docteurs décline, et que la prépondérance de Saint-Augustin reste même marquée au XVIIIe siècle. Ma conclusion est simple, Saint-Augustin a suscité une faveur particulière en France à l'époque moderne. Do you need translation or? 2 sentences. 2 sentences? Should we do it or Do it. Try to do it. So you have this various slides where you can compare the Latin editions of
of Saint Augustine. So you see the various slides with the Latin editions of Saint Augustine. There was the previous slide where you had all the editions that were made in France over the course of time, and you can see that Saint Augustine is the most in almost all of these the most important. And then you have a decline, a sharp decline. From the middle section, so the beginning of the 18th century, because that is also the era that at the end it is the era of the French Revolution, also where this goes down. And when you compare this to the next slide, where you have the editions that were made not only in France but also abroad, then you can see how important these Latin editions were that were printed in France. So there is a big activity here that's very neat and distinct. And yeah. Thank you. Cette constatation prend un caractère tout à fait saisissant quand on observe cette fois la diffusion de l'œuvre de l'Hipponatre en français. Donc vous avez au tableau, et cette fois-ci, toujours en rose, les traductions françaises de Saint-Augustin par rapport aux traductions des autres docteurs de l'Église. Alors on observe pour commencer une augmentation globale des traductions des 6 auteurs au XVIIe siècle. Tous les clercs sont censés maîtriser le latin, mais leur niveau est assez pauvre en France en réalité, donc ils se tournent volontiers vers des traductions françaises, a priori s'agissant d'œuvres longues et complexes. Mais dans ce groupe, les traductions françaises de Saint-Augustin s'envolent selon une proportion exceptionnelle. Le catalogue de la Bibliothèque nationale de France recense 10 traductions de l'évêque d'Hippone en français entre 1500 et 1599. Entre 1600 et 1699, leur nombre s'élève à 195. Elles sont presque multipliées par 20, et à la différence de ce qui vaut pour les autres auteurs, le mouvement se prolonge au XVIIIe siècle. Alors certes, on observe une légère baisse, on ne dénombre plus que 150 traductions de Saint-Augustin, mais ce chiffre perdure encore au XIXe siècle. Si j'avais continué à vous afficher les chiffres, vous verriez qu'il y a 155 traductions publiées en France. Et une diminution entre le XVIIe et le XVIIIe siècle de 20% n'a rien de comparable avec la chute de 80% qu'enregistrent par exemple les traductions de Saint-Bernard. Alors non seulement Saint-Augustin fait l'objet d'une élection totalement unique, mais elle est trop importante pour n'impliquer qu'un public de clercs. Elle traduit l'émergence d'une appétence pour ces textes qui est venue d'un autre public, un public de laïcs et de profanes, un public constitué d'hommes qui n'ont pas fréquenté les collèges. Ainsi, l'avertissement des instructions chrétiennes recueillies des sermons de Saint-Augustin explique que le livre est fait, je cite, pour les personnes qui n'ont pas d'études ni de sciences, ou pas assez poursuivies, pour les personnes qui n'ont pas assez poursuivi leurs études pour lire un livre entier en latin, voire pour les femmes, celles-ci ne recevant, sauf exception, pas d'enseignement du latin pendant la période. Alors, Madame de Sévigné, que je citais au début de mon intervention, est une représentante éminente de ce mouvement. Si elle évoque une fois dans ses lettres un texte de Saint-Augustin en latin, elle fait le reste du temps toujours référence à des traductions vernaculaires dont elle cite des passages. Les débats religieux sur la grâce, sur la chute, le salut, la liberté humaine étaient exaspérés depuis la Réforme et ils se voient renouvelés par la crise que suscite la condamnation de l'Augustinus de Jansénius qui était paru en 1640. Et ces débats touchent avec acuité un vaste éventail de mondains qui sont manifestement soucieux de s'en instruire dans le prolongement de la Renaissance et de la Réforme, on parlait de Luther tout à l'heure, à la source, en lisant directement les textes de Saint-Augustin. Pour Philippe Goibaud-Dubois, traducteur des lettres de Saint-Augustin, celles-ci, je cite, sont pleines de tout ce qu'on peut désirer d'instruction pour toutes sortes de personnes, évêques, prêtres, gens de guerre, magistrats, particuliers, hommes et femmes, mariés ou dans le monde, ou dans le veuvage, vierges consacrées à Dieu, gens du monde et solitaires. Il n'y a aucune de toutes ces conditions qui n'y puisse trouver de quoi s'instruire amplement de tous ses devoirs. In 2 words, here you have a graphic showing you the translation of St. Augustine in pink, and you see how many of them there are when the other doctor from the church seldom are translated in France. It shows that not only
clercs, comment on dit, clerical people? Yeah. Des clercs, how do you say for clerc? Yeah. Churchmen? Wait, not only clergy was reading Saint Augustine, but also people from the world, like Madame de Sévigné, for instance, men who couldn't go to universities or not enough, and women. So Saint Augustine was widely known, and his ideas widely spread in France during that time. Il existe donc une spécificité frappante de la diffusion de l'hipponate en France à l'âge classique, et notamment en français. La constatation n'est pas sensationnelle. Jean d'Agens la présentait déjà dans une communication de 1951 en disant que le XVIIe siècle français était le siècle de Saint-Augustin. Mais il n'étayait pas cette affirmation sur des données statistiques. Celle-ci confère au phénomène une acuité, je crois, tout à fait surprenante et frappante. Leur analyse plus approfondie confirme, d'autre part, le surgissement d'un vaste public profane en faveur de Saint-Augustin. Les principaux auteurs de ces traductions sont des éditeurs généralistes qu'on connaît bien, Jean Camusat, puis sa veuve, Antoine Vircré, Pierre Le Petit, Charles Savreux, etc. Aucun d'entre eux n'est spécialisé dans des ouvrages théologiques savants ou universitaires. La part des femmes dans les dédicataires des volumes est frappante en outre. Le jésuite René de Cerisier dédie sa traduction des soliloques à Madame de Ville-Savin et des confessions à la duchesse d'Aiguillon, la nièce de Richelieu. Philippe Guabeau-Dubois adresse son volume des lettres à Mademoiselle de Guise, François de Villeneuve ses sermons à Madame de Guise. Une traduction en vers des soliloques est dédiée à la maréchale de Duras. Et le père de Cerisier fait explicitement allusion au public féminin de son livre dans l'avertissement de sa traduction des soliloques, puis de la Cité de Dieu, qui commence par traiter, je cite, « l'obligation que les femmes ont de lire les bons livres ». Et voici ce qu'il écrit. L'original de cet ouvrage étant aux hommes savants, j'estime que la copie que j'en produis ne doit appartenir qu'aux dames curieuses. L'ignorance seule de la langue qui exprime les belles choses les rend incapables des plus profonds mystères. Leur esprit vient du même principe que le nôtre et rien ne le distingue de l'âme de Platon et d'Aristote que le sexe, qui leur est étranger. Il n'y a point de secret dans les lettres, ni de beauté dans les œuvres des savants, dont les plus rares esprits du temps ne leur facilitent l'intelligence, ou par des éclaircissements nécessaires à la profondeur de leurs secrets, ou par d'excellentes versions qui découvrent les mystères qu'une langue étrangère leur cache. Cela me fait espérer que la Cité de Dieu ne sera plus inutile aux dames et que les hommes ne la posséderont plus tout seuls. Elle a de quoi satisfaire leur curiosité et de quoi remplir un fond qui n'est pas pour des bagatelles ni pour des choses indifférentes. Pierre Lombert, quant à lui, considère longuement, dans l'avertissement de sa propre Cité de Dieu, l'effet que le discours de saint Augustin sur les mœurs des païens et sur la sexualité peut avoir sur les femmes et des religieuses. Il ne saurait être d'indice plus clair qu'il escompte qu'elles liront l'ouvrage. La politesse de la langue du traducteur est amplement conçue pour s'adapter à elle. Et en 1696, c'est le deuxième texte dont vous voyez la page de titre, le traducteur des soliloques de Saint-Augustin mis en vers français avec le latin et une méditation sur le jugement dernier revendique comme modèle l'imitation de Jésus-Christ de Corneille et pense pouvoir toucher par la forme, les vers, un public d'ordinaire éloigné de ce type d'ouvrage théologique. Alors rien de comparable pour les traductions d'Antoine Arnaud, particulièrement nombreuses à être dévolues à Saint-Augustin. Par ailleurs, les traductions françaises de Saint-Augustin ne comportent pas de frontispice ou d'illustrations gravées, comme il s'en trouve dans les ouvrages proposés aux mondains, notamment les romans ou les éditions de pièces de théâtre, soit en raison d'une spécificité ainsi reconnue des œuvres de l'hipponate, ou de la lecture qu'elles appellent, soit en raison de la volonté de ne pas rehausser le prix de livres déjà très importants. Mais il faudrait mener ici une enquête très précise et un peu complexe. En revanche, la plupart de ces volumes sont imprimés dans des formats in quarto ou in octavo qui sont facilement manipulables et qui les distinguent résolument des lourds in-folio réservés aux savants et aux autres érudits. Ces derniers, alors ici vous avez deux images, vous voyez des femmes dans un salon qui lisent des livres et vous voyez, elles le portent au bout de la main, c'est facile, alors que le livre qui est lu en in-folio doit être posé sur une table et requiert la posture du clerc. Donc le format de publication des traductions de Saint-Augustin montre qu'elle s'adresse à un public beaucoup plus généraliste que celui des savants. Je crois que j'avais une autre image.
Voilà. On voit aussi un autre trait saillant, là vous avez un texte qui est savant. Et vous voyez, c'est écrit en tout petit avec des notes, c'est très complexe. Or, on n'a pas du tout ce type de présentation érudite pour les traductions de Saint-Augustin. Au contraire, elles sont pourvues de résumés, de têtes de chapitre qui doivent faciliter la lecture et l'intellection pour un public qui n'a pas l'habitude de lire de la philosophie ou de la théologie. Donc la traduction de Saint-Augustin a manifestement vocation à sortir Saint-Augustin en France de l'université et des séminaires de théologie pour le faire entrer dans les salons et les cabinets des particuliers pour qu'il soit lu par les hommes et par les femmes. Ainsi se produit en XVIIe siècle en France une extraordinaire extension du domaine de l'influence immédiate de Saint-Augustin. Just a few words. So here we can see the effect of a reform of the educational system and of the people who are the supposed readers of Saint Augustine. It used to be the learned male reader that the editions of Saint Augustine were made for. So those readers who knew Latin and who were in a scholarly context or in theology. But now with the reform and the reformed approach to Saint Augustine that made these translations necessary, they were dedicated also to women in particular. So we saw this long quotation from the preface of the translation of René, was it? De Cérisier. And he said, I want to take Saint Augustine out of this the scholarly context and the City of God, for example, because that was the preface to the City of God, is not only for the male reader, it's also I want to satisfy, he says, the curiosity of female readers, and he points out that the spirit of the females is the same as that of men. It's only the ignorance of language, so of the Latin language, that stands in the way of women appreciating Saint Augustine. And so this is the aim of his translation. And so the widening of the audience has also an impact on the outer shape of the book that's being printed. Because if you go back with the slides, you could see that there are different sizes, and they get always smaller. And this is because you can more easily, of course, take a book with you, right? If you're a scholar, it doesn't matter if the book is this big. But if you're a woman and you're conversing in a saloon, like here in this picture, see that these women here, they have small books, and so the translation is also in a small format. And the translation also has a summary of each chapter to make it more easy to read. So sort of you have the summary, which makes the content smaller, and you have the outer format that's also getting smaller because it's the new audience, especially of women and of people who are not part of the traditional learned society. Thank you. Alors, je disais qu'on avait une grande extension de la lecture de Saint-Augustin. Si on regarde qu'est-ce qui est traduit, on voit qu'il y a des recueils composites et apocryphes, comme les Soliloques, le Manuel et les Méditations de Saint-Augustin, par le père de Cerisier que j'ai nommé tout à l'heure, des textes comme les Instructions chrétiennes, recueillis des Sermons de Saint-Augustin, qui sont en fait des apocryphes, des textes qu'on ne publierait pas dans un contexte savant, parce qu'on a déjà montré que c'était des compilations construites au Moyen-Âge, et pas des textes authentiques de Saint-Augustin. Mais là, manifestement, on n'est pas aussi attentif à ce que l'on donne à ce public, donc ces textes sont traduits. Mais beaucoup plus nombreuses sont les traductions des authentiques traités de Saint-Augustin. Bien évidemment, on retrouve les confessions de la Sainte Virginité, le De Correptione et Gratia, les mœurs de l'Église catholique, la véritable religion, de la foi, de l'espérance, de la charité, les lettres, la cité de Dieu, les sermons, de la prédestination des saints, etc., etc. Donc tous les grands textes de Saint-Augustin sont en réalité traduits en français pendant la période.
Cela montre à quel point le grand public, comme Madame de Sévigné, peut lire les grands textes de Saint-Augustin et pas seulement des résumés. So basically, there were translated a number of compilations of Saint Augustine composed during medieval period. These compilations were criticized by the scholars of the period, but given to this mundane public, nevertheless, all the big treatises and books of Saint Augustine were translated too, and in a much bigger number. So they knew exactly the City of God, the Confessions, and all the treatises. Now, maintenant, si on veut affiner encore l'analyse, on peut regarder comment... Voilà. Juste là, c'est celle-là. Voilà, merci. Donc on peut regarder l'évolution des traductions de Saint-Augustin 10 ans par 10 ans au cours du XVIIe siècle. Et vous voyez qu'il y a un très net pivot entre les 40 premières années du siècle et les 60 suivantes, avec un pic brutal entre 1640 et 1660. Or, les années 1640-1649 correspondent au déploiement de l'influence de Jean du Vergier de Oran, abbé de Saint-Cyran, sur l'abbaye de Port-Royal et au début des querelles autour de l'Augustinus. Alors peut-être faut-il que je rappelle rapidement ce dont il retourne et quelles en sont les implications à propos de Saint-Augustin. Alors Port-Royal, je crois qu'il veut obéir qu'à Tony. Non, c'est celui du bas pour avancer. Donc Port-Royal, que vous voyez ici dans l'unique dessin qui était fait à l'époque où le monastère existait, qui date à peu près de 1654 et qui a été fait par Philippe de Champaigne. Donc Port-Royal est un couvent de femmes fondé dans la vallée de Chevreuse au début du XIIIe siècle. En principe, rien ne le voue à jouer un rôle dans la diffusion en français des œuvres de Saint-Augustin au XVIIe. À partir de 1609, la jeune abbesse du monastère, la mère Angélique Arnaud, réforme sa maison suivant les préceptes du Concile de Trente. Et elle en fait rapidement le flambeau du mouvement, ce qui ne devait guère provoquer de changement, voire au contraire, puisqu'il s'agissait de ramener la communauté à l'étroite observance de la règle de Saint-Benoît, qui prescrit une stricte humilité du corps et de l'esprit, non de s'adonner à des travaux savants, a fortiori pour des religieuses. Mais au milieu des années 1630, la mère Angélique prend pour directeur spirituel l'abbé de Saint-Cyran, que vous voyez. Là, vous avez la mère Angélique Arnaud et sa sœur, voilà l'abbé de Saint-Cyran, ici. Très charismatique, on l'appelait l'oracle du cloître Notre-Dame où il résidait. Il avait étudié à Louvain avec un certain Cornelius Jansénius, qu'il avait ensuite hébergé chez lui, à Bayonne, pour approfondir de concert leur connaissance de Saint-Augustin, en recourant à ses textes, non à leur glose ou à des recueils pseudépigraphiques répandus depuis le Moyen-Âge. Saint-Cyran est donc un fervent augustinien et il cause par là un premier rapprochement de Port-Royal et Augustin. Lorsque Jansénius entreprend de consacrer une somme, à la pensée de Saint-Augustin, Saint-Cyran continue à collaborer avec lui, de sorte qu'après la mort prématurée de son ami à Ypres, le 6 mai 1638, il veille à la publication et à la défense de son livre. Et une seconde étape est franchie dans l'engagement de Port-Royal, parce que Saint-Cyran a été emprisonné une semaine plus tard sur l'ordre de Richelieu, le 15 mai. Pour pallier cette contrainte, il recourt à l'assistance d'une poignée de disciples. Ceux-ci sont des jeunes hommes qu'il a convaincus depuis peu de se retirer du monde afin de vivre de façon quasi monastique, bien qu'il n'ait pas prononcé de vœux, dans l'orbe de l'abbaye. Le premier de ces solitaires, ou messieurs, selon le titre dont ils usaient entre eux, est en 1637 Antoine Lemaître, dont vous voyez ici l'image, ainsi que le lieu où il se retire à Port-Royal. Cet Antoine Lemaître est le neveu de la mère Angélique, et il est rapidement rejoint par d'autres parents, par exemple son cousin Isaac Louis Lemaître de Sassy, qui traduira la Bible, et Antoine Arnaud, un jeune et brillantissime théologien, tout juste âgé de 22 ans, qui est le frère cadet de la mère Angélique.
Ces hommes sont donc éminemment liés à Port-Royal, dont le cercle s'élargit au fil des années, et ils assurent la défense de l'Augustinus et font rayonner la pensée de Saint-Cyran et la théologie de Saint-Augustin pendant la captivité de Saint-Cyran et puis après sa mort en 1643. Plus tard, ils vont être encore relayés par un troisième groupe, ce sont les jeunes gens qu'ils avaient sur le conseil de Saint-Cyran, formés dans le cadre des petites écoles, destinées à leur assurer une éducation choisie hors des collèges jésuites. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le dramaturge Racine, qui a écrit un abrégé de l'histoire de Port-Royal, où il livre la version de l'histoire par le groupe à propos des querelles suscitées par l'Augustinus. Et les religieuses, à leur tour, vont refuser de signer un formulaire imposé par le roi qui condamnerait certaines des propositions de l'Augustinus et de Port-Royal, parce qu'elles y voient en fait une condamnation biaisée de Saint-Augustin. Ainsi, Port-Royal devient le lieu d'une reviviscence extrêmement importante de Saint-Augustin. Ça devient l'endroit en France où on fait vivre Saint-Augustin au XVIIe siècle. Et c'est parce qu'il y a toutes ces querelles que les traductions s'envolent complètement. Want to try it in 2 words? I try. I don't know if I got everything, but it's about the history a bit of Port-Royal and why it is important. And you could see in the very first slide, if you remember, there were decades. You could see the translation according to decades, and there was a spike in one of these decades of the translations of St. Augustine, and that is due to the foundation of the monastery of Port-Royal, which is lives by the idea that the heart and reason should go together, right? Yeah, in fact, what I was trying to explain is Port-Royal is a Cistercian monastery. So basically, it should not be more involved in Saint Augustin than any other feminine community. But the Mère Angélique, who was a reformatrice, the reformer of the monastery, took as spiritual director and confessor l'abbé Duverger de Oran, Saint-Cyran, and he was a very strong reader and interpreter of Saint Augustine. And he's the one who introduced Saint Augustine in Port-Royal. And Saint-Cyran was a friend of Jansénius, so he published his book, which was published after the death of Jansénius. And as the book was condemned by the Faculty of Theology of Paris, Saint-Cyran defended the books. And he did that with the help of a number of young men living like monks around the monastery without being monks. And this person, they could be in and out the world, and they were very strong. Ils ont relayé connectors of Saint Augustine in the whole France of the period. There was also les petites écoles, schools where pupils were educated, and these pupils later on also advocated the ideas of Saint Augustine. So basically, Port-Royal became this way the center of an extraordinary revival of Saint Augustine in France that you could see in the number of the translation and edition. That's why suddenly they became so important. Alors, Saint Augustin n'est pas à considérer ses éditions ou ses commentaires l'apanage au XVIIe siècle de ceux qui se dirent volontiers, à Port-Royal, les disciples de Saint Augustin. Parmi les traducteurs, j'ai nommé plusieurs fois René de Cérisier, si tu veux bien passer l'image. René de Cérisier. Là, vous avez une vue de Port-Royal. Ah, non, bon, alors, ça, c'était les... Voilà, ça, c'est René de Cérisier. Hein, ce traducteur, les personnalités avant, on les avait peut-être pas vues, c'était les fameux solitaires que j'ai évoqués tout à l'heure. Hein, voilà, qui sont aussi des traducteurs.
Alors René de Cérizier est un jésuite. Et on pourrait dire que finalement, Saint-Augustin est traduit par des gens de Port-Royal, mais aussi des jésuites. Or, quand on regarde les dates, on s'aperçoit qu'en fait, René de Cérizier traduit au cours de la première moitié du XVIIe siècle, quand il n'y a pas encore de polémique à propos de Saint-Augustin autour de Port-Royal. Et ensuite, les traductions sont rééditées simplement. Mais il traduit Saint-Augustin en étant jésuite sans avoir conscience qu'il y a un problème autour de Saint-Augustin. En revanche, à partir de 1640 jusqu'au XVIIIe siècle, je vais vous passer peut-être la répétition de tous les noms, tous les traducteurs sont liés à Port-Royal. Ou ce sont des messieurs, ou ce sont des solitaires, ou ce sont ceux que l'on appelle des jansénistes. En fait, Saint-Augustin devient purement et simplement l'auteur de Port-Royal. Alors, si tu veux bien avancer... Voilà, donc tous ces hommes sont des hommes de Port-Royal, hein, ce sont les grands traducteurs, Arnaud d'Andilly, Jean Hamon, Philippe Goibaud-Dubois, Antoine Arnaud ou le maître de Sacy. Tous ces hommes qui traduisent Saint-Augustin au XVIIe siècle en France sont des proches de Port-Royal. Si tu veux encore avancer, s'il te plaît. Bon, là, on a une vue du monastère. Pour dire à quel point la deuxième moitié du XVIIe siècle montre qu'il y a une totale adéquation entre Port-Royal et Saint-Augustin. Or, la traduction n'est pas une opération neutre. Donc, l'Augustin français du XVIIe siècle, c'est un Augustin port-royaliste, saint-cyranien et arnaldien. C'est d'ailleurs à cette époque que Saint-Augustin s'impose dans les consciences comme le docteur de la grâce, un syntagme qui a été forgé par Antoine Arnaud, un de ses traducteurs. Ce faisant, Port-Royal assure une exceptionnelle fortune à Saint-Augustin en le plaçant durablement au cœur de la culture mondaine, qui ignore largement les autres docteurs de l'Église, mais le groupe façonne aussi une vision de son œuvre et de sa pensée, et fait porter sur lui son ombre avec ce qu'elle peut avoir de lustre, d'éclat et de décrit quand les malentendus et les mésinterprétations s'accumulèrent au XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle. Et c'est probablement parce que Saint-Augustin est tellement lié à Port-Royal qu'un auteur comme Paul Claudel, par exemple, rejette ensuite, en rejetant Port-Royal et ce qu'il appelle le jansénisme, Saint-Augustin lui-même. Donc l'incidence de cette association de Saint-Augustin à Port-Royal est capitale parce que le mouvement ne s'est pas limité à la France, mais a touché toute l'Europe de la période, et notamment les Pays-Bas et l'Italie. Alors, on ne peut donc pas ignorer l'autre conséquence de la traduction de Saint-Augustin par Port-Royal. Cette entreprise qui a été conduite à la pointe du goût en français, selon les exigences de politesse des gens du monde, quoiqu'elle s'attache à rendre exactement la lettre du texte, va aussi permettre de diffuser sa vision de l'homme dans toute la littérature française de la période. Les moralistes, à l'instar de La Rochefoucauld, de Jacques Esprit, de Pierre Nicole, des auteurs de fiction comme Madame de Lafayette ou Saint-Réal, et parmi les dramaturges, Racine, des conteurs comme Charles Perrault que vous avez en bas, voire même La Fontaine que je vous ai mis dans une vignette à côté, et puis Pascal. Alors je pense tellement à Pascal, c'est même une obsession que j'ai oublié de mettre l'image de Pascal. Voilà. Mais Pascal, évidemment, entretient une familiarité immédiate, alors dans son cas probablement en latin et en français, avec Saint-Augustin. Cette présence de Saint-Augustin a été un ferment moral pour la littérature française classique, mais aussi un ferment du développement du genre des confessions, de celui des mémoires et de la vie à la première personne entre confession et récits hagiographiques, comme les religieuses de Port-Royal en composèrent tant. Le goût de la disquisition morale, de l'analyse des replis du cœur, l'intérêt pour l'imagination, l'expression de l'inquiétude, la pensée du temps dans la littérature du XVIIe siècle, ont trouvé chez Saint-Augustin un puissant modèle, de même que l'origine d'un choix résolu dans la création littéraire de l'intelligence et de la raison face à la sensualité, aux insinuations des sens. François de Villeneuve l'exprime avec force dans l'avertissement de sa traduction des Sermons de Saint-Augustin, où il nomme l'intelligence le sanctuaire de l'âme et l'exalte face à l'imagination qu'il décrit. Alors sans doute, les traductions françaises de Saint-Augustin ont joué un rôle crucial dans l'émergence d'une France classique, se détournant des blandises de l'ornement, dans une Europe qui, elle, était restée résolument tridentine, jésuite,
ou pour le dire autrement, baroque. Jean d'Agens, quoiqu'il eût commencé d'écrire en 1951 pour souligner l'augustinisme d'un Bérulle et ses spécificités face à Port-Royal, achevait en concluant, si tu veux bouger, grâce au succès littéraire des livres port-royalistes, Saint-Augustin aura en France, dans la seconde moitié du siècle, une audience universelle, tandis que Bérulle n'atteignait guère directement que le clergé et les religieuses. Si Saint-Augustin triomphe au XVIIe siècle en imprégnant durablement les plus fortes œuvres de la littérature française, c'est, disons-le, grâce à une OPA menée par Port-Royal sur le Saint-Évêque. Ad maiorem sancti gloriam, sans doute, l'association de Saint-Augustin à Port-Royal par les traductions françaises que le groupe en fit a conditionné sa réception et sa lecture pendant près de 400 ans, en imposant de lui, à l'image de sa représentation par le peintre Philippe de Champaigne, qui était la base de l'affiche de nos rencontres, dont la fille était religieuse à Port-Royal, celle de Saint-Augustin comme le plus ardent des pères de l'Église, portant un cœur enflammé dans la main et capable d'embraser les cœurs de ses lecteurs en faveur de Dieu. Ainsi, Madame de Sévigné écrit, si tu veux mettre la dernière, le 4 novembre 1676, nous lisons toujours Saint-Augustin avec transport. Il y a quelque chose de si noble et de si grand dans ses pensées que tout le mal qui peut arriver aux esprits mal faits de sa doctrine est bien moindre que le bien que les autres en reçoivent. Je vous remercie. Classicism, French classicism, is influenced by Augustinism. Europe was Baroque, but France was classic. And if in France was classic, it's because of Saint Augustine and the influence of Saint Augustine, the virtues of simplicity, the refuse of ornament, determine an aesthetic, very particular French aesthetic, which is influenced by Augustin thought and writings. Any questions? Joe, perhaps to speak in the mic. Laurence, you made me think of Saint Teresa of Avila, who read the Confessions of Saint Augustine. Santa Teresa d'Avila. Oui, yes. She credits her conversion to a deeper religious life to reading the Confessions of Saint Augustine. Of course, this is a bit earlier, but she was encouraged by her father to read many books, especially romantic stories. She and her mother liked to read. But it would be fascinating to do a comparative study between the French translations and the French publications of the works of Augustine and what was happening in Spain at the same time. That would be a fascinating study. Of course, in Spain, you have the problem of the what's it called? The Inquisition and the index of books. But it was dangerous, even for Teresa, to read even Augustine. So it was interesting to compare what women in Spain in the late 1500s were experiencing with what was happening a century or two later in France. Actually, as far as I know, there is no success for Saint Augustine translation in Spain as we have in France during the period. It's really unique what happens in France. But what is interesting is that Saint Thérèse d'Avila was translated by Arnaud d'Andilly, right? Who is also the translator of the Confession
of the Confessions of Saint Augustine. And he translated both books, and they were both read, and both appeared to be models for the French public of the period. There is a book about Pascal et Jean de la Croix too, and these influences between Spanish counter-reformation and French Jansenism, if we can say so. But for what I know, the French were influenced by a number of the Spanish writers of the period, and the contrary is not true. Actually, there was a strict refusal of Jansenism in Spain, which is easily understandable because it was mainly a Jesuitic country. Any questions to Laurence or to Professor Smith, of course? Je remercie les intervenants et ma question est à Monsieur Smith. Donc, je pose la question, dans vos recherches, vous intéressez à Saint-Augustin, l'homme qui s'est installé dans cette région d'Afrique, et par l'installation, vous intéressez à la pensée chrétienne en Afrique. Et lorsque je dis la pensée chrétienne, Saint-Augustin sert pour nous en Algérie une porte de l'Église chrétienne installée en Algérie dans son rôle nationaliste, depuis la naissance de cette Église jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous avez saisi ma question. Donc, je parle de la philosophie chrétienne de Saint-Augustin et de l'installation du christianisme en Afrique par la porte d'Afrique qui est l'Algérie. Donc, je rentre dans les églises et les orientations actuelles en Afrique, parce que vous êtes présent en Afrique par votre église. Je vous remercie. Did I get Augustine's influence on in today's? If I'm forgive me. I'm trying to understand best I can. So I think that Augustine's Algerian, if you will, location was significant in the 20th century for why Camus, Lyotard, Jacques Derrida, who are not Christian philosophers, but because they shared the Mediterranean and North Africa with Augustine, they felt like they needed to, they found a compatriot, a brother in Augustine, and so they all wrestled with his work. I would say, though, one of the things that I try to do in On the Road with St. Augustine is to just remind a lot of Western Christians how indebted we are to African Christianity, which is easy to forget in the West, and maybe especially in North America. Le lien qu'il voit entre Augustin et les auteurs qu'il vient de mentionner, par exemple Camus, Lyotard, Derrida, c'est l'origine d'Afrique du Nord de ces personnes. Et ce que M. Smith veut souligner, c'est que l'Église en général, l'Église moderne, doit beaucoup à l'Église africaine, qui a été marquée par Augustin, notamment. Est-ce que ça correspond à peu près à votre question ou Moi, je pense que je veux juste... Peut-être aussi qu'il trouve Camus et les autres qui ne sont pas chrétiens, ils trouvent un compatriote en Saint-Augustin. Oui, voilà. De toute façon, alors je pense qu'il y a
deux choses un peu différentes, bien sûr, parce que bon, lui, il a présenté un peu Saint-Augustin, enfin, la figure de Camus et des philosophes plutôt modernes, comment ils se servent d'une méthode d'Augustin, et ça c'est une chose. Après ce que vous, madame, disiez, donc voilà, enfin, la façon dont l'Église d'Afrique se sert d'Augustin, et après également la question nationaliste algérienne, dont il tient beaucoup à la figure d'Augustin, n'est-ce pas, en tant que... Et ça c'est beaucoup plus moderne, hein, enfin, c'est très récent, on va dire, même Bouteflika qui avait beaucoup à cœur la question d'Augustin, mais juste pour un truc plutôt voilà, nationaliste. Mais sinon, en général, il faut aussi dire qu'Augustin n'a été jamais, enfin en fait, il n'appartenait pas non plus à une nation déterminée. Augustin, c'était la Numidie, l'Afrique consulaire, donc il y avait bien au-delà d'une différence des pays comme aujourd'hui nous les voyons. Et on voit qu'il est un itinérant. Donc c'est un évêque d'Hippone, mais un évêque en même temps de Carthage, on va dire. Donc il y a grosso modo une interférence dans les deux côtés. Et c'est pour ça que l'Église doit en général, encore aujourd'hui, et doit énormément, pas seulement à Augustin, mais à toute cette génération, Augustin, Aurelius, et puis les autres évêques qui ont été disciples d'Augustin également. Vous parlez de la philosophie. La philosophie chrétienne, voilà. Et ça, c'est tout à fait bien différent à ce que lui, a... Il ne m'a pas répondu sur la philosophie. Voilà, parce que là, c'est la philosophie plutôt moderne, qui n'est pas du tout la philosophie chrétienne, et non plus la philosophie augustinienne. Parce qu'il y a la philosophie chrétienne établie un peu à Saint Thomas et tout ça, voilà, et puis après... Ouais, c'est ça. Donc là, c'est bien différent. Ouais, c'est ça. Là, c'est bien particulier sur Augustin. Yes, so we have to distinguish between recent reception of Saint Augustine in Algeria and in Tunisia. This is what Father Silvia was saying, that Saint Augustine was living in the ancient Africa Proconsularis, which stretched in the region that today is divided between Tunisia and Algeria. So he was the bishop of Hippo Regis, which is Annaba today in Algeria, but the capital of this province was Carthage. So you have a share, like an equal share of Saint Augustine. Both countries have that. So the part that you presented was the reception of Saint Augustine that is not limited to Christian theology alone, which would be more imprinted by St. Thomas Aquinas, but by other thinkers, right? That was the gist of what you were saying, right? A reception that goes beyond strictly Christian theology. Si je peux juste ajouter quelque chose, je pense qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Le christianisme tel qu'il a dominé l'Occident médiéval chrétien est dû à un Africain qui s'appelle Saint Augustin. Je pense que c'est quand même très difficile de sortir de là. On parle de Saint Thomas. Saint Thomas, c'est le XIIIe siècle. Saint Thomas, il suffit de lire la Somme, cite Saint Augustin dans chacun de ses articles, et c'est très très rare qu'il s'en distingue finalement. Donc oui, je pense qu'effectivement, nous sommes ici sur la terre natale d'une religion qui a dominé tout l'Occident pendant un millénaire et au-delà, et je crois que c'est tout l'intérêt même du type de rencontre comme celle organisée par M. Anachi, c'est de nous rappeler ce qui est une vérité d'évidence sur l'influence, elle est incomparable. L'influence d'Augustin sur le christianisme médiéval est incomparable avec celle de tout autre père de l'Église. Et on voit bien la différence entre les églises grecques, par exemple, et l'Église d'Occident. Les églises orientales sont beaucoup moins marquées, même pas marquées par l'influence d'Augustin, et elles vont donner un christianisme finalement très différent. Je pense, je ne sais pas si je réponds à votre question. And so that we have to remember that the influence of Saint Augustine on medieval Christian theology is enormous. So we have an African who has an enormous influence, which is incomparable to any other thinker, Christian theologian. So he's unique in this way, this African origin of
Christian thought, it's unique in the character and the person of St. Augustine. Thank you both so much for your talks. James, my question is for you, and I realize we got only the greatest hits. So you're arguing that Hegel smuggles Augustine's Totus Christus into modernity by extending it to all of humanity. What do you do with Hegel's famous dismissal of Africa as less than human? Yes. You must be thinking about that in contact with it, in connection with this. That's the section of the paper that is, so there's, in Hegel's lectures on the philosophy of world history, he notoriously suggests that there is no history that happens in Africa, as if spirit isn't operative here, which is false, wrong. And what I would suggest is this is precisely where you read Hegel against himself, right? In other words, Hegel invites his own deconstruction, and if the hypothesis is correct, and this is, you know, very broad strokes I've suggested, if in fact Hegel has smuggled Augustine into his own philosophy of history, in fact his own philosophy of history is indebted to Africa, in which case he himself is almost a performative contradiction of then his own particular judgments about African history. So I think, I do think it's possible to unhook Augustine's kind of broad intuitions about spirit, history, movement, incarnation. I don't think you have to then buy the package of his own particular analysis of history. In the same way, by the way, that we wouldn't, I'm not sure that I accept Augustine's own reading of all of those historical moments and events and things. So I think it's that kind of dance between the two. But you've absolutely put your finger on the question. Can I add something to the subject? Because I think you can differentiate also a bit on St. Augustine's view on history, because in the general, I think in the City of God, he also says that you mustn't interpret every single historical event and take it as God's personal will. So, because that's exactly what pagan Romans did, and say, well, the sack of Rome, it's the fault of the Christians. You can see that's the anger of the pagan gods who are angry at the new religion. And St. Augustine says, no, you mustn't interpret every single event. It's the basic, like, of course, the word is in the hands and the will of God, but it's not that you experience something and this is precisely it. You see it maybe in hindsight when you look back on your life or on the history as a whole, but in the very moment you must be careful, and maybe that helps a bit to reconcile these thoughts, that you have this differentiation also in St. Augustine. It's helpful, yes. We wanted to talk shortly, you know, just because we're very late, we're now and a half. Okay. You push the button here. I'll make this brief. Jamie, thank you for the very stirring thesis. However, an antithesis to the thesis. What strikes me is that Hegel's understanding of the process of history is in many ways overly optimistic. It's always moving forward, bigger and better every day and every way. Whereas Augustine's is more pessimistic. So while there might be a remarkable similarity in method, in content, there are significant differences, I think. Augustine is much more suspicious of history than Hegel is, I think. So I think not, actually. Oh, yeah. So, I don't think that's true of Hegel, but your suspicion is a common one, and I would say, I'm not saying that you don't know Hegel, all I'm saying is there's a reading of Hegel that sort of like is in the air that I don't think
accords very well with the details of Hegel's texts. And so I think when you look at Hegel, it's not just this sort of onward, upward progress of the spirit kind of thing. In fact, the whole engine that drives the analysis is alienation. Do you know what I mean? Like, and he has accounts of decline, like why decline happens in history. So I agree. That's where I think what Augustine and Hegel share is actually a sense of hope, and hope is very different than optimism. So optimism is just this sort of like engine of progress, expectation, which also depends on human ingenuity. I think what's telling is that both Augustine and Hegel have very realist. I skipped over the part where Hegel talks about the slaughterhouse of history, right? I think they both look at history with eyes wide open and see the injustices, but they also are because of this deeper conviction about spirit at work in history, they are hopeful, which is not the same as being optimistic, I think. But I would have to do a lot more work to show that. Rapidement, Anna, would you please quickly, or Maurice, yes. La question c'était Close your mouth. Est-ce qu'on peut distinguer un Augustin qui serait pessimiste et un Hegel qui serait optimiste, proposé Joe? Pas vraiment, répond James, puisque en fait, lorsqu'on regarde Hegel, on s'aperçoit qu'il y a un processus d'aliénation de l'esprit dans l'histoire, de déchirement, de désappropriation de l'esprit, qui est loin d'être un processus simplement ou naïvement optimiste, mais qui est toute la puissance de la dialectique hegelienne et de l'opposition qui est liée à pas cette désintégration, mais cette désappropriation, cette aliénation de l'esprit qui fait que c'est loin d'être optimiste. Alors, de même, Saint-Augustin est loin d'être optimiste lui aussi, et James propose de remplacer ces notions d'optimisme et de pessimisme qui sont inadéquates par la notion d'espoir. Certes, Augustin comme Hegel voient le monde se désagréger, les guerres, les injustices, etc., mais ils ont l'espoir qu'un esprit veille, qu'une providence veille, et que finalement les choses se déroulent au mieux, même si ce mieux nous est incompréhensible. Peut-être plus pour Augustin que pour Hegel, d'ailleurs. Puisque pour Hegel, l'histoire, il y a une raison dans l'histoire. Alors qu'il y a plutôt un mystère chez Augustin. Très bien. Il y a un point très clair sur lequel Saint-Augustin et Hegel sont d'accord, c'est que l'histoire a une fin. Ça n'a pas été toujours le cas. On a toujours pensé que l'histoire peut être random, aléatoire. Mais Saint-Augustin et Hegel, tous les deux, disent que l'histoire a une fin. Pour Saint-Augustin, c'est linéaire. Pour Hegel, c'est hélicoïdal. Il combine un peu l'esprit hindou, les cycles et la linéarité de Saint-Augustin en faisant une histoire hélicoïdale. Deuxième point, et nous sommes très contents, le point essentiel pour nous, Saint-Augustin est un monument comme le montre que l'a montré Laurence. Et en Tunisie, nous ignorons Saint-Augustin. C'est la principal objectif de notre démarche entre les Augustiniens et récupérer entre nos maghrébins, algériens, tunisiens, Saint-Augustin, et pour tout le monde, pour la Méditerranée, pour l'Afrique et pour le monde. Donc, merci mille fois, James, merci Laurence, merci Tony. Nous allons en fait voir un meeting qui a été fait à l'occasion de la première session. Saint-Augustin pervers. Il faut dire aussi que Saint-Augustin était philosophe et professeur de rhétorique longtemps avant de devenir chrétien. C'est un philosophe chrétien, c'est un philosophe de la religion et c'est un philosophe. Donc tous ces aspects-là, on ne rejette pas Pascal ou Racine parce qu'ils sont chrétiens, on vient penser comme la fleur de Racine, indépendamment de leur religion. Donc nous allons regarder maintenant le film qui a été fait au sujet